On entend dire partout que la masculinité est en crise. À première vue, dans le bar du coin, rien n'a changé. Mais c'est peut-être une illusion. C'est quoi finalement être un homme? Est-ce qu'on en a une définition précise? Est-ce que sa représentation a évolué au fil du temps? Je vais voir ce qu'en pense Rose. Au cours de sa carrière, elle a vu passer un nombre considérable de spécimens de la jante masculine. Les étudier fait quasiment partie de son travail. La même chose? Allez, puisque je suis là. Je me demandais, c'est quoi votre rôle ici, dans ce bar? On est confesseur, psychiatre, un peu tout à la fois. Les hommes vous ouvrent leur cœur? Oui, ils aiment beaucoup me raconter leur vie, parler de la rencontre qu'ils viennent de faire, de leurs soucis, de leurs pépins de santé. Je crois qu'ici, dans un bistrot, les hommes se confient plus facilement qu'à la maison, voire qu'à un ami. Et est-ce que ça a changé au fil des ans? Les hommes qui fréquentent ce bar sont différents aujourd'hui? Les jeunes, oui. Je trouve qu'ils sont moins machos de nos jours. D'accord. Ils participent aux tâches ménagères, ils font la cuisine. Avant, ce n'était pas si courant. Mais sur certains plans, ils sont pareils. Ah ouais? Par exemple? Quand ils sont malades. Ils aiment se plaindre les uns autant que les autres. Là, qu'ils soient jeunes ou vieux, il n'y a pas tellement de différence. Je m'appelle Yann, j'approche la trentaine et je ne peux pas dire que je mène ma vie selon un plan tout tracé. L'existence reste en grande partie pour moi une énigme. Que faut-il croire? Que faut-il oser? Comment trouver sa voie dans ce monde? Nous nous posons tous ces questions. Certains ont même trouvé des réponses, des gens très différents, et je veux aller à leur rencontre. Sur Instagram, je n'arrête pas de voir des gens qui étalent du beurre sur la viande. Mais pas de l'angus, hein? Non, c'est de l'Irish Hereford maturé. Une pure race irlandaise. C'est un morceau qui est dans la pâte? Alors ça, j'en sais rien du tout. C'est très simple. Le dos de la bête est là, et ici, c'est la côte du bœuf. On prend le morceau tel quel, sans le saler. Cours de bœuf au barbecue à la Grill Academy de Berlin, en compagnie d'Anil, un auteur spécialisé dans la représentation de la masculinité. En plus d'organiser des ateliers sur le sujet, il est ambassadeur d'une campagne de l'ONU pour l'égalité entre les sexes, baptisée Here for She. De la viande, des flammes, et je vois tout de suite surgir l'image archaïque de l'homme de pierre, le chasseur. Dans ce cas, j'échoue directement au test de masculinité parce que je suis végétarien. L'idée, c'est de montrer aux gens que les légumes au barbecue, ça ne se limite pas à une courgette ou à des bouts de champignons sur une brochette. En fait, on ne se contente plus de poser la viande sur les braises en espérant que ce soit bon. Le barbecue est devenu une science à part entière. Voilà, la sonde de cuisson est en place. Vos clients sont plutôt des hommes? À 70% oui, mais ils viennent avec leurs compagnes. Bien sûr, on a en tête l'image qu'on voit dans les publicités. Le feu, la pince à viande, la canette de bière qu'on décapsule avec un rock des années 80 en fond sonore, ou peut-être un match de foot. Le barbecue est vraiment associé à la masculinité. Il reproduit le stéréotype de l'homme qui se trouve dehors à s'occuper de la viande, mais pas de tout ce qui se passe autour. Mettre la table, préparer la salade, réfléchir aux personnes à inviter, etc. Tu parlais de publicité. Au supermarché, tu vas pour acheter du shampoing et dans le rayon, tu tombes sur des flacons en forme de bouteille de whisky. Ça doit faire bizarre de se verser ça sur la tête. Oui, tu as aussi des shampoings au charbon actif et ce genre de choses. On se demande à quel moment on a besoin, dans un moment aussi intime, quand on est seul sous la douche, d'être environné d'une odeur d'essence, ou de sentir ce genre d'effluve quand on en sort. On a envie de dire aux gens, c'est n'importe quoi. Et il y a pas mal de collectifs qui luttent contre ces stéréotypes. Mais ça signerait la fin de tout un secteur économique. Ce secteur doit se réinventer et s'interroger véritablement sur la façon dont il participe à véhiculer, et donc à reproduire, une certaine idée de la masculinité.
Moi, par exemple, j'aime les shampoings aux parfums plus fruités. Au supermarché, tu les trouves toujours dans des rayons colorés ou immaculés. Et quand tu arrives au secteur pour hommes, que ce soit pour les savons ou les déodorants, tu te dis « mince, je suis où là ?» Tout d'un coup, tout est sombre. C'est intéressant ces choix de couleurs, parce que ça a un effet psychologique, c'est prouvé. Quand on voit que c'est bien grillé, on peut faire ça. Voilà, c'est l'idéal. On va laisser reposer un peu. Il y a encore pas mal de jus. C'est aussi une question de goût. Si je prends une tranche, on voit que la chair est bien persillée. Et avec ce procédé de maturation, elle se défait toute seule, comme ça. Ce que j'aime le plus personnellement, ce sont ces morceaux. Avec du beau gras. C'est délicieux, une tuerie. Ah, j'ai eu un piment super fort. Après la masterclass de barbecue, Anil et moi arpentons le lotissement voisin, avec ses maisons individuelles, ses portails et ses petits jardins, symboles des rôles de genre traditionnels. Après cette côte de bœuf bien musclée, j'ai envie de lui dire « Qu'est-ce que tu veux, pisseux ?» La balançoire hollywoodienne, ça te dit? À fond. Qu'est-ce que ton père t'a appris sur la masculinité? Je crois que le bricolage, c'est quelque chose d'important. J'ai vissé un truc moi-même pour la première fois il y a quelques mois. Je me suis acheté une perceuse et je me suis débrouillé tout seul. C'est une grande étape, ça. C'était un moment fort. Mais surtout parce que mon père m'avait un peu traumatisé avec ça. Pour lui, il fallait toujours travailler de façon soignée. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit « Papa, ça y est, j'ai passé un cap dans la vie. Je vais au magasin de bricolage. » Il était fier de toi? Oui. Mon fils est un homme maintenant. Oui, il l'a pas dit comme ça, mais c'est ce qu'il pensait. Il a 29 ans, félicitations. Alors que plein de gens le font bien avant. Justement, en quoi l'image de la masculinité a changé pour notre génération? Si on considère le sujet dans une perspective historique, on voit que chez Aristote, l'homme est pensé comme subjectivité. Et tout ce qui l'entoure est objet. Donc le masculin est la norme, et les femmes sont représentées comme des êtres inachevés, toujours cantonnés à un rôle passif. Ce schéma a volé en éclats, et ça provoque une perte de repères. Dans son livre sur la masculinité politique, Susanne Kaiser explique que le masculin n'est plus la norme. Et donc, ça oblige les hommes à redéfinir leur place. Parce qu'ils ont toujours été habitués à jouer un rôle dominant dans la société, dans la politique et l'économie. Tout ça modifie aussi les codes habituels de la masculinité, et on doit sans cesse réapprendre à être un homme. La sociologue Raewyn Connell dit d'ailleurs à ce sujet que c'est une pratique en action, quelque chose qu'on découvre en permanence. Et à partir du moment où on la définit comme une construction, on peut la modifier, ce qui est d'ailleurs une revendication des luttes féministes. Et il faut aussi se rendre compte que la masculinité est intrinsèquement liée aux inégalités sociales. Mais elle fait pleinement partie de notre identité à l'échelle individuelle, au quotidien. Rien que dans notre façon de parler ou de nous habiller. Je porte un regard critique sur tous ces sujets, mais je ne me vois pas pour autant sortir en jupe demain dans la rue. Vivre sa masculinité différemment, ça ne veut pas forcément dire porter une jupe. On a vu émerger récemment le concept de virilité hybride, selon lequel les hommes cis et hétérosexuels n'ont plus peur de se montrer plus féminins ou plus doux, mais gardent le besoin de se qualifier de masculin. C'est un pas vers une réflexion sur la masculinité telle qu'on la vit, et surtout dans sa dimension hégémonique.
qui est aussi un concept de Rewin Connell. Elle pointe du doigt les ligues masculines, des hommes qui se trouvent réunis pour apprendre ce qu'est la véritable virilité et développer leur libido dominandi, c'est-à-dire le goût de la compétition et de la domination, ce qui conduit bien sûr à des exclusions. Mais tu dirais que la masculinité est toujours toxique? Alors est-ce qu'il ne vaut pas mieux l'éradiquer? Elle n'est pas toxique en soi. Ce qui est nocif, ce sont les attentes qu'on a vis-à-vis de la masculinité et qui nuisent aux hommes et à leur entourage. Dans la droite ligne de ce goût de la compétition et de la domination dont j'ai parlé, il y a la pratique du body shaming, les moqueries sur le physique et l'exigence d'avoir des relations hétérosexuelles. Le mot toxique est important parce qu'il met le problème sur la table. Et beaucoup d'hommes ne sont pas sensibilisés à ces questions. Mais il est aussi dangereux, parce que trop d'entre eux vont se dire « Si je ne suis pas sexiste, ça veut dire que ma masculinité est saine. » Mais en fait, ça n'existe pas. C'est une contradiction en soi. De par la façon dont elle est vécue, de par les privilèges qui en découlent, de par les structures sociales dont elle est l'expression, il ne peut pas y avoir de bonne masculinité. C'est toujours un scandale. Il faut bien le garder à l'esprit. La masculinité est un scandale, dit Anil. Quelle punchline! Mais il a raison. C'est bien un ensemble de privilèges et de comportements que les hommes intègrent automatiquement au contact de la société. Plus jeune en sport, j'adorais me battre contre les autres garçons. La bagarre, la concurrence, la lutte. Aujourd'hui, je me demande ce qui me plaisait tant là-dedans. Est-ce que ça vient d'une curieuse conception de la virilité, ou l'homme en a-t-il besoin parce que c'est dans sa nature? Je suis dans le quartier de Gropiusstadt, dans le sud de Berlin, pour essayer le football américain, à l'invitation des Berlin Bears. Salut. Patrick, Enchanté. content de te voir. T'es prêt? Je suis un peu tendu. Vrai? Ouais. Ça va aller. Dès que tu seras avec les gars, tu vas te marrer. On va se changer? Oui, je veux bien. Les vestiaires sont là. Ils sont séparés? Exact. Salut. Dès le départ, on sait où on est. De la testostérone à revendre et des montagnes de muscles qui revêtent leur armure pour s'imposer dans la meute. Quel est l'idéal de masculinité dans ce monde? Ce sont les ours de Berlin? J'ai un loup et un ours. Et l'ours représente l'équipe des Berlin Bears. Ouais. Il faut que ce soit assez serré pour rester bien en place. Et ça, c'est ton assurance vie. T'es obligé d'en porter un. On voudrait pas que tu te blesses. Welcome to my world. Aujourd'hui, tu vas simplement jouer à cette position. Donc l'idée, c'est courir, passer et plaquer. Still happen now and then. Step into my heart. Leave your cares behind. Welcome to my world. Built with you in mind. 1, 2, 3, Bears! Bon là, j'en avais peut-être un peu besoin, mais en règle générale, j'aime pas trop qu'on me crie dessus. Oui, mais on s'y habitue. Ça fait partie du jeu. Est-ce que ça fait du bien de se retrouver entre hommes? De vivre cette sorte de communion archaïque masculine? Est-ce qu'on a besoin de ça? Je crois que c'est un peu ancré en nous. Le fait de devoir s'imposer face aux autres mâles. C'est sans doute de l'ordre
l'ordre du biologique. C'est lié à la conquête d'une partenaire. L'homme est un animal grégaire destiné à vivre en meute. Il a besoin du soutien du groupe. Et c'est notre cas à nous aussi de temps en temps. Comment tu définirais la masculinité? Coach, t'es le plus génial! Pour moi, c'est de dire ce qu'on pense au lieu de faire des trucs par derrière. Et surtout d'avoir une grande force mentale. Pas forcément d'être costaud, mais d'être capable d'assumer ses erreurs et ses émotions. Comme quand le coach a dit que j'aurais dû savoir que tu étais gaucher. C'est notre mentalité, et c'est pour ça qu'on respecte ce coach. Parce qu'il est assez fort pour reconnaître qu'il s'est trompé. Pour moi, c'est bien plus impressionnant que s'il mentait tout le temps, ou que s'il essayait de jouer au dur. Il y a des modèles de masculinité? Des modèles de masculinité? Des gens dont on se dit, voilà, un homme c'est ça. Pour ce qui est de la mentalité, je dirais un personnage comme celui de Leonardo DiCaprio. Dans The Revenant. Exactement. L'homme qui tue l'ours dans une forêt gelée. Voilà. Ok. Parce qu'il est livré à lui-même, il ne lâche pas. Et il survit. C'est sûr, c'est un peu l'incarnation de la virilité. Le trappeur se retrouve isolé, il se ressaisit et arrive à se débrouiller, à survivre par ses propres moyens. Puis il croise un autre homme. Oui, c'est l'image classique du rôle masculin. Mais c'est aussi une métaphore. On n'est pas forcé de s'en sortir seul dans la vie ou de façon générale. Et puis il faut avoir un plan, savoir où on veut aller. Pas forcément pour faire une super carrière d'ailleurs. Ça peut être simplement d'avoir une femme, des enfants, une maison, ou de se fixer comme but de voyager dans le monde. Le principal, c'est d'avoir un objectif en tête. C'est comme ça que je définirais ce modèle. Oui, quelqu'un qui est déterminé et qui veut atteindre son but. Ok, ich glaube, wir sollten vielleicht, ne? Foncer dans le tas, encaisser les chocs, ça fait du bien un entraînement un peu musclé comme ça. J'ai de nouveau ressenti cette libido dominandi, cette envie de se battre. Mais est-ce un comportement typiquement masculin ou plus généralement humain? Pour nos joueurs de foot américains, la virilité, c'est être honnête, reconnaître ses erreurs, se fixer un objectif. Pour moi, ce sont des traits de caractère qu'on peut trouver en chacun de nous, homme ou femme. Je me rends dans le Brandebourg pour rencontrer Yves. Il ne se définit pas clairement comme un homme au sens classique du terme. Il a travaillé pendant 20 ans à Berlin dans le secteur des médias et au sein de la communauté queer, et puis il a changé de vie. Il s'est installé dans un village et il est devenu garde forestier. Comment peut-on résoudre cette équation? Être un queer féministe et exercer un métier typiquement masculin dans un environnement conservateur. Bonjour. Salut. Salut. C'est bien toi, Yves? Ouais, c'est moi. Salut, moi c'est Yann. Enchanté. Moi aussi. C'est beau ici. Tiens, salut toi. C'est Dieter, le teckel. Ok. Il m'aime pas. Il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens. Mais les chiens qui aboient ne mordent pas. D'accord. Je peux t'aider aujourd'hui? Avec plaisir. Super, une tronçonneuse. Ouais. Et ça c'est quoi, une guitare? Une guitare? Pas vraiment. Non. Si. Nous, les gardes forestiers, on est tous des chasseurs. D'accord. Mais on peut croiser quel genre d'animaux? J'ai vu un chevreuil sur la route, mais on va pas le tuer. On sait jamais ce qui peut arriver d'ici la fin de la journée. On a tout? Ouais. Tu peux prendre le teckel? Bien sûr. C'est pas la peine de l'attacher, on va juste dans la forêt. Allez, direction la forêt. On a eu plusieurs tempêtes ces derniers temps. Maintenant, il faut inspecter le terrain, contrôler les clôtures et voir s'il y a des arbres qui sont tombés, notamment au milieu des chemins. C'est toi le responsable de cette forêt? Ouais, je m'en occupe tout seul. Elle fait environ 2000 hectares. Ah, j'en vois un. Bingo. Tout à fait. T'as des gants? Non. T'en as pour moi? Bien sûr. Le teckel? Tu t'en vas. Pas bouger.
Encore un peu. Encore. Le principal, c'est que ça tienne. Je vais enlever mon casque. T'as toujours rêvé de devenir garde forestier? Non. Avant, je savais même pas en quoi ça consistait. Au départ, j'avais besoin de quitter un peu Berlin. Et je me suis retrouvé par hasard en Israël, dans le désert. Normal. Et ouais, ça s'est fait comme ça. J'étais dans un kibbutz, sur une plantation de dattiers. C'était la première fois que je faisais un travail physique. Et j'ai ressenti quelque chose de complètement nouveau pour moi, une tranquillité. Quand je suis rentré à Berlin, je savais qu'il fallait que je change de vie. Ça t'a pas fait un choc, ton arrivée ici? Si, absolument. En fait, c'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours été entre deux chaises, si on peut dire. Je me souviens de samedi où je sortais à Berlin avec des amis drag queens. Et le lendemain, le dimanche, j'étais à la chasse. Quand je suis arrivé ici, j'avais une petite moustache et les cheveux plaqués au gel, comme dans les années 20. À ce moment-là, j'avais le look du hipster. Bien sûr, je me suis dit que cet endroit ne me correspondait pas. Mais on m'a très bien accueilli. Les gens du coin sont sans doute différents des Berlinois. Ici, les rôles de genre sont clairement définis. C'est quelque chose qui rassure, qui apporte de la sécurité à beaucoup de personnes. Mais en ce qui me concerne, trouver ma place est plus difficile. Je me suis retrouvé dans une situation très compliquée. Je suis allé à la chasse, et quand j'ai vu les animaux interagir, je n'ai pas pu tirer. C'était extrêmement dur pour moi. J'en ai beaucoup souffert, et ça m'a énormément déstabilisé. Alors, je suis allé voir un chasseur du coin que je connaissais pour lui en parler. Il est un peu plus âgé que moi, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Il n'a pas compris ce que je voulais exprimer. Et il a réagi de façon encore plus rigide en disant « Mais il faut que tu le fasses », en me mettant beaucoup de pression. Et il a ajouté « Ça fait partie du travail. Et si tu en es incapable, tu ne peux pas faire ce métier. » Là, je me suis dit « Oh mince. Donc ici, je n'ai pas d'interlocuteur avec lequel je peux parler des sujets qui me préoccupent, de ma masculinité, de la manière dont je la définis. » Dans la région, on a des idées très arrêtées sur ce que doit être un homme et comment il doit se comporter. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Je n'ai pas envie de correspondre à cette image. Et en même temps, je remarque que vivre dans cet environnement m'a endurci. Et ça me plaît d'ailleurs, parce que tout le monde a envie d'être fort. Donc il faut assurer, se débrouiller, arriver à faire les choses tout seul. Je suis quelqu'un qui appelle facilement les autres à la rescousse. Et ici, j'ai appris qu'il fallait d'abord essayer par soi-même avant de demander de l'aide. Et comment tu as fait finalement? Tu as serré les dents pour arriver à tirer comme le chasseur te le disait? Ce qui est drôle, c'est que je m'en suis sorti grâce à un forum. Il y a plein de sites de discussion sur la chasse. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire une recherche sur le sujet. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres hommes, d'autres chasseurs qui étaient dans le même cas. Mais on n'en parle pas dans ce milieu. En revanche, dans l'anonymat d'Internet, on peut dire « Bien sûr, tout le monde connaît ce sentiment. On l'a tous déjà vécu. » Ça montre à quel point on est humain finalement. J'ai trouvé ça un peu énervant, mais ça m'a aussi aidé. Je me suis dit « Bon, je vais accepter ce sentiment tel qu'il est. Je ne vais pas essayer de m'obstiner et de vouloir absolument retourner tuer. Je savais que ça allait prendre du temps, mais que ça finirait par s'arranger. Tu crois qu'un jour on n'aura plus besoin du concept de masculinité? Je l'espère. Donc, tu serais pour l'éradiquer? Ouais. Pour moi, l'idéal, ce serait que tout ça disparaisse. Qu'on puisse vivre sans devoir être défini sexuellement. Je trouverais ça formidable. C'est mon utopie, l'endroit où je me sens chez moi. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont cette liberté de pouvoir choisir. Je crois que la pression de la société est très importante à ce sujet. On nous somme de correspondre à une certaine image. Et bien sûr, le chemin est bien plus difficile quand on ne s'y conforme pas.
Allez, assez philosophé, on a un tas de bois à fendre. C'est parti. Comme ça? C'est un peu triste de devoir aller sur un forum anonyme de chasseurs pour parler ouvertement de ses peurs. Ou au comptoir d'un bistrot pour se confier, comme chez Rose. Alors c'est quoi finalement être un homme? Le fait d'être un combattant solitaire qui réprime ses sentiments, tue du gibier et répare seul sa voiture? Parce qu'un mec, un vrai, ça ne demande pas d'aide? Si c'est le cas, ça ne me convient pas. Surtout si la société veut me contraindre à me conformer à cette image. La masculinité est aussi une construction sociale, comme dit Anil. Elle n'est pas innée mais acquise, et on peut donc la désapprendre et la repenser. Grâce à des modèles comme Yves, par exemple. Pour moi, c'est le chemin de la libération de l'homme.